Alors aujourd'hui on fait un vendredi lecture shonen inédit. Je me suis dit j'ai envie de me faire une grosse cure de shonen neketsu et j'avais pas envie de lire des mangas en français, j'avais envie de lire en japonais. Bon bah pourquoi pas lire ce que j'ai vraiment envie sur le moment. C'est bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé justement de titres qui ne sont disponibles pour l'instant qu'au Japon, mais ça fait partie des choses qu'on aime bien faire. L'année dernière, on avait consacré pas mal de vidéos de découverte de titres qui nous avaient plu. D'ailleurs, certains sont arrivés en France. Oui, c'est ça, finalement, donc, ça a fini par arriver, alors c'est pas mal. Voilà, là, c'est un peu le même état d'esprit, c'est un peu vous montrer les titres qui nous plaisent à travers une vidéo là aujourd'hui consacrée au shonen et peut-être d'autres à l'avenir. En fait, parmi la variété des magazines de pré-pub dans lesquels on lit, alors pour certains, il y en a auxquels je lis au format papier et d'autres qu'on lit au format numérique. Ouais, parce que Morgane il est attaché au papier encore. Alors on commence par... Alors c'est tout du shonen manga, mais il y a une diversité dans le shonen manga, faut pas croire. Ouais. On commence par mon gros coup de cœur, dont on a consacré une vidéo mardi conseil, pour la version animée, pour l'adaptation animée, qui est donc Mahojo de Oyasumi, dont l'adaptation animée est arrivée en France sous le nom Sleepy Princess in the Demon Castle, qui paraît donc au Japon en prépublication dans le Shukan Shonen Sunday. Voilà. On adore les titres du Shonen Sunday, c'est une ambiance assez posée, et là, c'est de la comédie fantasy. Donc au début, le pitch, tu dis, bon, alors il y a une petite princesse qui a été kidnappée. Là, c'est du classique. Mais elle a été kidnappée par qui? Le roi des démons. Et ce n'est pas une princesse innocente. En fait, elle est super forte. Si elle voulait, elle pourrait se libérer direct. Si elle le voulait, elle pourrait détruire tout le royaume des démons. Mais on n'en a pas envie. La seule chose qu'elle veut, c'est bien dormir. Donc, tout son temps éveillé, elle le consacre à obtenir du bon matériel, des bons tissus et tout pour se faire un oreiller royal, avoir des beaux draps qui sont bien glissants pour obtenir tout ça. En tant qu'être humain, elle est prisonnière dans un royaume des démons. Et bien en fait, elle s'attaque à des démons. Voilà, tout simplement. Mais c'est super drôle, c'est vraiment très comique, complètement inattendu. Et tu vois, c'est pas juste la faible princesse qui attend de se faire libérer, c'est une princesse proactive. Sauf que elle, la seule chose qui l'intéresse, c'est de bien dormir. C'est tellement drôle, c'est frais, franchement j'adore. Autant dans son adaptation animée qu'un manga. Et la magie, c'est que ce manga... Eh bien, ce manga n'est pas publié en France. Non, j'allais dire, la magie de ce manga, c'est qu'il m'endort. Ah oui, pardon, excuse-moi. Effectivement, je confirme. Et Dieu sait que c'est un sujet compliqué. Donc, quand on trouve un titre qui a la capacité positive, si Rosalie dit que ce manga l'endort, c'est que ça m'apaise. En fait. C'est que ça l'apaise. Je me sens bien dans cet univers. C'est pas qu'il est ennuyeux. C'est vraiment... c'est mon univers. Voilà, c'est vraiment un univers... plein de mignonneries. La princesse me fait énormément penser à elle. À moi? Donc, oui, à toi, tout à fait. Donc, c'est vraiment bien vu. Ce qui me fait sourire, en fait, c'est que tu as démarré la vidéo en disant « J'avais envie de lire du shonen manga neketsu ». Bah oui, ça a commencé comme ça à l'origine. Oui, je sais. Je m'étais dit, non, en fait, il y a deux phases. J'avais envie de lire du slow life, du très gentil, et puis d'un autre côté, j'avais envie de shonen bourrin. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce vendredi lecture, en fait, il y a les deux. Et ce qui est drôle avec cette princesse, c'est qu'après coup, en fait, je me suis dit, c'est pas du tout du shonen neketsu, mais il y en a un petit peu, parce que la princesse, elle est tellement, comme dit Rosalie, pleine, on va dire, de ressources, que quand elle veut quelque chose, elle peut déployer autant de ressources et d'énergie que n'importe quel héros de neketsu, oui, de shonen manga brûlant, quoi. À un moment, elle se met en tenue sportive, et puis elle y va à fond, elle traverse absolument tous les obstacles qu'un héros guerrier, même en team, avec un mage, un guérisseur et tout ça, n'arriverait pas à traverser. Elle, easy peasy, si elle le veut, elle rentre chez elle, quoi. Mais c'est ça aussi, le shonen manga, on a l'impression que c'est que des histoires de combat, ou de quêtes initiatiques et tout, mais c'est aussi beaucoup d'humour. Oui. Et là, c'est de la fantasy qu'on pourrait croire heroic fantasy, mais en fait, c'est vraiment de la fantasy humoristique. La comédie, quoi. Pure comédie.
Et ça aussi, c'est très présent dans les shoujo manga parce que la cible, petit garçon originel, les garçons adorent rigoler, quoi. Donc, ouais. Et puis, du coup, il y a plein de références à des ambiances de jeux vidéo. C'est vraiment super bien vu. Et puis, par ailleurs, donc c'est une série qui marche bien. 18 tomes parus au Japon. Donc, plus de ça marche d'enfer. 200 chapitres, puisque c'est prépublié dans un magazine que tu évoquais tout à l'heure, qui est bel et bien hebdomadaire. Donc, en fait, qui sort tous les mercredis au Japon, et la série... Même si ça s'appelle Sunday. Voilà, il est prépublié du coup depuis 2016. Voilà, déjà 5 ans de prépublication pour cette série. C'est trop bien. Donc une série vraiment très drôle, super réussie à découvrir. J'espère prochainement, et en tout cas que nous on adore. Je me demande si ça arrivera en France. En tout cas, il y a l'adaptation animée disponible en France. Donc 12 épisodes, effectivement, qui peuvent être découverts. Voilà, donc c'était la première lecture, c'est mon énorme coup de cœur de tous les temps. Franchement, cette année pour moi, c'est Mahojo de Oyasumi. Alors deuxième lecture, cette fois. Deuxième lecture, ça va être consacré à Dragon Quest, Dai no Daiboken, mais en fait à quelque chose qui est passé un peu inaperçu. Du coup, que les gens ne sont pas forcément au courant, c'est qu'il y a donc un nouvel animé qui est disponible en France, une nouvelle adaptation animée, un reboot de l'animé qui est disponible en simulcast en France, et parallèlement, dans le V-Jump, a démarré du coup en novembre 2020 une nouvelle série dont le tankobon numéro 1 a été sorti là au printemps 2021 au Japon, puisque en fait la série en question y est prépubliée dans le V-Jump. Donc cette série-là a un titre un peu long, c'est donc Dragon Quest Dai no Daiboken, donc l'aventure de Dai, la quête de Dai, c'est dans cet univers-là du fameux Dragon Quest qu'on a eu au départ sous le titre de Fly, dont la publication le en plus grand héros était chez J'ai lu manga à l'époque, puis ensuite chez Tonkam, des années 2000, début des années 2010, et donc là, cette nouvelle série, Dai no Daiboken, Yusha Abanto, Goku en no Maho. Donc c'est Mais il faut préciser, parce que si tu dis juste Dragon Quest, ça peut être d'autres déclinaisons de la franchise. Et donc c'est un préquel, c'est un manga qui s'intéresse au héros Avan, avec la princesse Flora, avec Loka, donc tous des personnages qui étaient apparus progressivement dans Dragon Quest. Alors évidemment, Avan, on le voyait dès le départ, mais les autres personnages, typiquement Flora, on la voyait apparaître à la fin du tome 23, donc ici, et on voyait en fait le groupe de héros que Avan avait constitué justement avec Loka et puis avec d'autres personnages. Le génie du coup de faire un nouveau manga autour de Dragon Quest, c'est justement d'aller explorer ce qui s'est passé 16 ans auparavant. Donc c'est vraiment ce qui était 16 ans auparavant. Donc il y a des clins d'œil partout à la série originelle. Et alors, un des éléments qui est emblématique, c'est que certains personnages dont on sait qu'ils avaient été au service du roi du mal Adlar, eh bien ici on les retrouve puisqu'ils sont carrément dans l'armée du mal, et c'est des généraux. Et donc il y a notamment le papy de Dai, Bolas, qui est en fait l'équivalent de Zaboera, un mage diabolique qui apparaît ici. Et c'est juste une parmi tant d'autres des références, puisque dans ce manga-là, on découvre du coup mois par mois, puisque le V-Jump, je le rappelle, est un hebdomadaire, la manière dont Aban a constitué son groupe de héros. Et c'est dynamique, c'est un manga qui est vraiment à la fois respectueux de l'œuvre originelle, qui ne la dénature pas, puisque du coup on aborde finalement l'histoire d'avant. Et c'est vraiment, le dessin est très joli, c'est pas les dessinateurs originels, mais c'est vraiment beau. Là on voit la princesse Flora dans sa jeunesse. C'est propre, c'est net, et puis c'est très contemporain aussi. Voilà, c'était exactement ce que j'allais dire. C'est parfaitement adapté au style moderne, c'est-à-dire c'est à la fois respectueux du chara design originel, mais c'est aussi très dynamique, très... c'est remis au goût du jour. C'est remis au goût du jour, donc ça s'adapte. C'est vraiment un titre... voilà, là on voit par exemple Avan qui fait son Avan Slash. C'est vraiment super bien
pensée comme œuvre. Donc d'aller explorer justement les événements de 16 ans auparavant qu'on avait eu que par des flashbacks assez courts dans la série originelle qui date des années 90, et donc qui consacrait un nouveau manga, c'est vraiment un super élément. C'est pas juste un produit dérivé, c'est une histoire à part entière qui mérite vraiment d'être découverte. Donc là, en l'occurrence, je prends plaisir à lire, vraiment grand plaisir. Pour moi, clairement, du coup, il y a l'adaptation animée, et ça fait plaisir de voir une nouvelle adaptation animée, mais c'est une adaptation animée d'un manga que j'ai lu des dizaines de fois dans sa parution dans les années 90. C'est un des premiers mangas dont j'avais acheté les tomes en japonais. Je comprenais rien au japonais à l'époque, mais du coup j'avais envie de savoir ce qui se passait après, à l'époque, la fin de la série animée qui se clôturait à peu près aux alentours du tome 10, et puis après il y a eu le manga en français, et puis voilà, donc ça fait plaisir d'avoir un animé reboot qui est vraiment doté en plus de belles qualités graphiques et esthétiques, mais encore plus, voilà, c'est génial d'avoir une œuvre originale sur cet univers-là, donc vraiment ravi. C'est un de mes coups de cœur, ce manga-là, sur Avan et ses compagnons. Ouais. Puisque là, en fait, c'est pas la première fois qu'il en parle. Oui, c'était pour mon anniversaire que j'avais acheté ce V-Jump qui justement montrait le début de ce manga-là. C'est vraiment super. C'est tout ce que j'aime dans le shonen manga. Donc, en plus, dans des super bonnes conditions. Donc, j'adore. Et pour le coup, là, c'est de la pure heroic fantasy. Ouais, là, c'est de la pure heroic fantasy. Pas comique, mais de la pure heroic fantasy. C'était donc la deuxième lecture, le coup de cœur de Morgane. On passe à la troisième lecture. Cette fois, c'est ma lecture. C'est ta lecture. Mais en fait, je l'avais repéré aussi. Oui. Tu en avais parlé à l'époque. Parce que ça marche d'enfer aussi au Japon. C'est aussi prépublié dans le magazine Weekly Shonen Sunday. Il s'agit de Komi-san wa Komyusho desu. Et là encore, on est sur de la comédie. Mais c'est à mourir de rire. Moi, j'adore ce style d'humour. En plus, sur ce sujet, ça me touche particulièrement. L'histoire, c'est Komi-san. Alors déjà, pour tous les prénoms et noms de famille, en fait, c'est tout des jeux de mots. Donc Komi-san, en fait, elle a un problème, enfin, elle a du mal à communiquer avec les personnes. Voilà, Komyusho, elle a la maladie de la communication. En français, on dirait peut-être introvertie, timide et tout, mais en fait, pour moi, en fait, elle est hypersensible. En ça, elle est comme moi. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai du mal, même maintenant, hein, je veux dire, quand il y a un grand groupe et qui sont en train tous de parler, et pour dire bonjour, voilà, je suis arrivée, j'ai peut-être un peu du mal à savoir quoi dire, quoi faire et tout, et puis voilà, je vais peut-être avoir un petit peu du mal. Et elle, c'est un stade où elle est carrément tétanisée, elle peut presque pas parler, quoi. Et puis vient un gars lambda, et justement, son nom, c'est vraiment littéralement un gars ordinaire, juste un gars lambda, grâce à qui elle va réussir à communiquer avec tel autre voisin de classe, telle autre personne, etc., etc. En fait, ce pitch-là, c'est exactement comme celui de Hitoribochi no Maru Maru Seikatsu, sauf que Hitoribochi, en fait, c'est de Yonkoma. Donc l'ambiance est complètement différente. Ça va être une ambiance plutôt moé. Et il y a eu une adaptation animée. Moi, j'adore aussi cette histoire-là. En fait, dès que c'est des histoires où tu as du mal à communiquer et tout, moi, voilà, ça me parle. Découvrir comment l'héroïne va réussir à s'ouvrir aux autres, c'est super intéressant. Donc voilà, dans Hitoribochi, c'est vraiment purement comique, mais plutôt mignon. Ici, on est purement comique, mais un humour pour jeunes garçons, c'est encore différent. Encore un autre point de comparaison. Si on voulait comparer aussi, ici, Komi-san, la particularité, c'est que c'est la Takane no Hana, c'est la fine fleur inaccessible, elle est belle, elle a tellement de prestance, personne n'ose s'approcher d'elle, et même il la déifie parce qu'elle est trop magnifique, elle est trop parfaite. Et ben, c'est aussi le pitch de Hibi Chocho. Sauf que là, c'est un shoujo manga. Et c'est complètement sur un trip différent, quoi. C'est vraiment dans la douceur, dans la romance, réussir à s'exprimer petit à petit et en même temps ouvrir son cœur. Comme quoi, des fois, quand tu prends un même pitch, tu le traites à ta sauce, en fait, c'est vraiment super différent. Et là, en fait, je trouve c'est le manga qui traite de Komyusho de manière la plus drôle possible.
Chaque chapitre, en fait, t'as des personnages hyper caricaturaux. Par exemple, t'en as un qui s'invente des histoires comme quoi, par exemple, il a son bras qui est possédé et il faut surtout pas le découvrir parce que sinon ça va détruire l'univers. Ou alors, t'as une Kogal qui est surmaquillée. T'as le gars qui est l'ami d'enfance de tout le monde. Komi-san, en fait, elle va essayer à chaque fois de devenir amie avec telle personne. Et au fur et à mesure, ça va agrandir son cercle d'amis mais les situations sont tellement drôles parce que ces personnages sont tellement stéréotypés, c'est à mourir de rire. Et il y a une adaptation animée qui a été annoncée. L'adaptation animée arrive au mois d'octobre. Donc, ça vient vite. Effectivement, c'est un manga à succès dans le Weekly Shonen Sunday. Là, on parle de 2 mangas qui ont démarré à peu près à la même période. Ils ont 20. Donc 2 mangas, lesquels Oyasumi. Mahojo de Oyasumi voilà. Et Komi-san wa Komi-usho desu. Ouais, puisque pour Komi-san, en fait, le manga compte 20 tomes. Le 20e tome vient de paraître en même temps que le 18e tome. Je suis en plein marathon de lecture. La Sleepy Princess. Donc, effectivement, là, il y a une adaptation animée qui va nous arriver. En octobre. Donc, bon courage pour la traduction, parce que pour traduire toutes les blagues, c'est coton. Mais aussi parce que le nom de famille est censé précéder le prénom, et en fait, ça forme une phrase. Donc déjà, en français, si tu le mets en sens inverse, déjà, ça veut plus rien dire. Comment tu vas traduire ? Est-ce qu'ils vont traduire en laissant juste les noms japonais, comme si c'était des noms propres, qui veulent rien dire ? Ou est-ce qu'ils vont vraiment traduire en mettant le sens ? Encore en manga papier, tu sais, tu peux te permettre de mettre un astérisque, quoique il y a des éditeurs qui n'aiment pas ça. Mais là, dans l'anime, je suis curieuse de voir comment ils vont faire. Moi, je trouve que c'est vraiment un manga attachant par ses personnages. Comme tu dis, elle est attachante par ses réactions. Et puis aussi, la manière dont les cases sont agencées, en fait, ça détonne un petit peu par rapport au classique des mangas. Il y a souvent ce type de panel qui fait penser à du yonkoma, c'est-à-dire des plages. Parce que c'est de la comédie. Bien sûr, des pages qui sont en 4 cases et qui effectivement mais du coup, 4 cases larges. Des références au yonkoma. Et je trouve que ça fait vraiment partie de la personnalité de ce manga-là. Et c'est pour les comiques de situation. Et donc, voilà, comme tu disais, elle est inaccessible, un peu comme une déesse. Là, elle est en Miko dans ce chapitre-là. C'était amusant à signifier. Moi aussi, j'aime bien ce manga-là, que je trouve vraiment mignon, attachant. C'est aussi une ambiance chaleureuse, finalement, et on s'attache aux personnages, à leur évolution au fil des chapitres. Donc là encore, je suis aussi curieux de savoir comment il va réussir à être adapté en animé. Je trouve que c'est un manga qui est vraiment un manga d'ambiance. Donc ça se prête bien à lire un chapitre par semaine, par exemple, dans un élément de prépublication. Tu lis un gag, quoi. Voilà, tu lis un gag. Je suis curieux de voir comment ils vont pouvoir maintenir le rythme en animé. L'animation étant un autre enjeu. Dans Sleepy Princess in the Demon Castle, par exemple, ils ont fait parfois le choix de rassembler plusieurs chapitres en un seul et même épisode pour justement donner du rythme. Et je pense aussi que c'est comme tu dis. Mais j'espère qu'ils feront comme ça et qu'ils feront pas des mini-épisodes de 3 minutes. Oui. Parce que c'est aussi le risque avec les mangas vraiment purement comédie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air bien réalisé, en tout cas, on va voir. Et là encore, je me demande si ça arrivera en France, parce que c'est un méga succès. Mais est-ce qu'en France, ça marcherait ? Parce que j'ai pas vraiment connaissance. Je sais pas si en France, il y a autant de gens que ça qui soient hypersensibles ou du moins qui aient du mal à communiquer. Et du coup, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui non seulement se reconnaîtraient dedans, mais en plus trouveraient ça drôle. En fait, je pense qu'il y a 2 aspects. Des personnes hypersensibles, introverties. En France, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est pas forcément les personnes qui parlent et qui se prononcent, donc on les voit pas forcément. Donc ça, je pense qu'elles sont là. Par contre, je pense qu'au Japon, il y a cet aspect culturel de beaucoup... on va dire se questionner sur ce que l'autre va penser, la difficulté de s'affirmer qui va se poser pour tout le monde en fait, quelque part. C'est-à-dire dans la communication, tu vas adapter par rapport à ton interlocuteur. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que du coup, c'est un sujet qui est entre guillemets au Japon plus universel parce que cette question-là de la communication, de l'image qu'on renvoie, de ce qu'il faut garder en soi et autres est vraiment imprégnée, alors qu'en France, c'est une communication harmonieuse. Voilà.
dans l'état d'esprit très latin que peut avoir En France, tu rentres peuple dedans. français, voilà, on peut plus rentrer dedans et valoriser ce type de comportement. Donc je pense que du coup, littéralement, on va dire, il y a nativement une cible moins étendue éventuellement en France, mais je pense qu'elle existe. Ok, bon bah c'est tout ce que je lui souhaite. Ouais. C'était donc la 3e lecture. On passe maintenant à la 4e lecture, La 4e lecture. qui est à la fois Morgane et moi là. Voilà. Donc, c'est donc... Tadam! Tadam. Moi, je vais donner le titre, du coup... anglais du manga, Four Nights of the Apocalypse, donc la suite de The Seven Deadly Sins. Donc son titre japonais c'est Mokushiroku no Yonkishi. Et donc toi, quand t'entends Mokushiroku, tu te mets à chanter. Oui, parce que je pense aux chansons d'Utena où on entend sans arrêt Apocalypse. Mokushiroku. Bon, bref. Et c'est marrant parce que ce titre-là, quand Morgane m'en parle, il me le met en français. Et moi, ce que j'entends dans ce qu'il dit, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Et ça n'a rien à voir du coup. Ah, une BD qui est prépubliée dans Spirou, effectivement. Et qui est une BD jeunesse comique, quoi. Oui, oui, oui. Alors que là, on est dans du shonen manga. Bah, pour le coup, là, c'est Neketsu. Ah bah là, c'est Neketsu. Heroic fantasy, Oui. mais vraiment quête initiatique, gros combat, Tout à fait. pouvoir magique, une équipe qui doit partir affronter peut-être quoi, le roi Arthur. Donc, c'est un titre qui se situe 16 ans après la fin de Seven Deadly Sins. On ne revoit à l'heure actuelle directement aucun des personnages de Seven Deadly Sins, On voit même des s'ils ombres. sont évoqués. Voilà, Ouais. il y a plusieurs On voit personnages qui Merlin. sont évoqués. On voit Merlin, on voit Arthur. Mais donc, il y a un gros trou et on va découvrir un nouveau héros, Perceval, qui fait la couverture en fait du tome 1 avec le personnage qui s'appelle Sin, le petit renard qui a l'air d'en savoir énormément sur ce qui se passe dans cet univers où apparemment le roi Arthur a des soldats à sa botte qui sont drôlement maléfiques. Donc on voit dans le premier chapitre Perceval et qui vit en fait dans un endroit reculé du monde avec son grand-père. Et leur vie harmonieuse est troublée par l'arrivée de celui qui est censé être, qui est le père de Perceval, qui vient en fait il est en quête des cavaliers, des 4 cavaliers, et il De pense l'Apocalypse. de l'Apocalypse, et il pense en fait que du coup c'est le grand-père de Perceval qui est un de ses cavaliers, il va tuer le grand-père et il va blesser C'est marrant, moi je mortellement. dirais plus chevalier que cavalier. Ouais. Oui, parce qu'en plus il y a la référence, il y a cette référence très forte Chevalier de la arthurienne table en ronde. fait. Forcément, Nakaba Suzuki adore la légende arthurienne et s'en inspire et mêle ça avec d'autres influences occidentales, notamment du coup les cavaliers de l'Apocalypse. Du coup, il y a cet élément-là. C'est vrai que ça pourrait s'appeler comme ça, hein, les chevaliers de l'Apocalypse. On verra comment c'est traduit au final en termes de manga. Donc voilà, le premier tome est sorti le 18 avril 2021 au Japon. La prépublication du manga a démarré dans le Weekly Shonen Magazine. Le magazine qui s'appelle Magazine. Qui est un hebdomadaire. Donc ça a démarré fin janvier 2021. Il y a 17 chapitres parus à l'heure Pas très actuelle. longtemps après la fin de The Seven Deadly Sins, en Non, fait. à peine moins d'un an après. Ouais. Ce qui est très étonnant pour ceux qui auront lu la fin de Seven Deadly Sins, The c'est que Seven Deadly Sins. voilà, tout le monde s'attendait à ce que le héros de ce suite soit en fait le fils de Méliodas. Et il n'en est rien, mais tout paraissait nous mener vers ça, puisque c'était lui qui était, donc Tristan, qui était introduit, bien du coup... Mais à mon avis, on va le revoir. Sans doute, Ouais. sans doute. Je suis sûre. Bien sûr, mais je trouve ça plutôt assez original, on va dire ambitieux, bien mené en fait de nous faire partir sur de tout autre personnage. Et je trouve que c'est assez moderne parce que dans la série télé par exemple de Mandalorian, on a une saison complète qui nous montre du coup des personnages qui sont
absolument pas raccordé directement avec la trilogie, enfin les films Star Wars, et on va reconnecter progressivement dans l'univers, parce que finalement dans la première série, d'accord, dans la première saison, de très loin, oui, tu pars de très loin et tu rapproches et tu réintroduis et tu fais waouh, c'est trop bien, ça marchait très bien dans The Mandalorian de saison 2, et là je me dis que pour du coup, cette série-là, ça marche bien parce qu'en fait, on s'attache vraiment, on a le temps de s'attacher aux nouveaux personnages qui sont introduits, Perceval, et puis progressivement les nouveaux compagnons qu'il va se faire. Et du coup, en fait, l'histoire a de l'intérêt par elle-même et non pas parce que c'est la suite de Seven Deadly Sins. Ouais, mais enfin, moi je le lis parce que c'est la suite de The Seven Deadly Sins. C'est ta motivation aussi, initiale. Et parce que j'aime bien le travail de l'artiste et tout. Et en fait, au début, quand j'ai lu le premier chapitre, je me suis dit, je sais pas trop où on va, parce que Meliodas, le héros de The Seven Deadly Sins, tout de suite, on l'aime beaucoup, parce qu'il est très puissant, et il sait tout de suite ce qu'il va faire, il a un peu un plan déjà en tête. Et là, ce héros-là, il est complètement naïf, mais un peu comme Son Goku, tu vois, c'est genre, il connaît rien de la vie, il connaît rien du monde, rien de la bienséance, rien, il est complètement un peu neuneux. Et au début, je me suis inquiétée, quoi. Je me suis dit, quoi Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu découvres tout son potentiel, peut-être le drame qui se cache dans son pouvoir, et tout, et ça devient vraiment un personnage de plus en plus épais et de plus en plus intéressant. Aussi, justement, puisqu'on parle du roi Arthur et tout, au départ, ce qu'on attend, c'est que ce soit le même roi Arthur qu'on connaît dans The Seven Deadly Sins, qui est un personnage fondamentalement gentil, épaulé par Merlin et tout. Puis là, t'as un contre-pied total, parce que on dirait que c'est le grand démon, quoi. Quoi Attends, on est dans le même univers, quoi. C'est les mêmes villes, c'est les mêmes... Enfin, tout est là, mais il s'est passé quelque chose. On peut imaginer un petit peu des choses qui se sont passées, étant donné la fin de Seven Deadly Sins et l'importance du chaos. Et après, ça devient intéressant aussi, parce que à chaque fois qu'il y a des personnages qui apparaissent, moi j'essaie de me raccrocher un petit peu à ce que je connais des légendes et tout. À un moment, il y a un personnage qui s'appelle Anne, et après ils disent mon nom complet c'est Anne Galad. Et moi je suis ce serait pas Galad, littéralement celui qui trouve le Saint Graal, quoi. Et je dis ça à Morgane, il me fait peut-être. Mais en fait, moi, toute ma connaissance, c'est lié à Sailor Moon. Parce que moi, je me suis intéressée à quoi? Pas tellement au Chevalier de la Table Ronde, mais plus au Saint Graal. Parce que dans Sailor Moon Super, t'as le Saint Graal et tout. Et du coup, pour moi, le personnage clé, c'est Galad. Et donc, voilà, quand on voit arriver ce personnage, ça se trouve, voilà, ce personnage-là, il est super important. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus, parce que il y a 17 chapitres, 17 chapitres parus au Japon. Voilà. Ce qui est fantastique, c'est qu'aux États-Unis, franchement, le marché du manga aux États-Unis, c'est prodigieux. C'est en simulpub. Ouais, c'est en simulpub, effectivement. Ça fait partie des mangas disponibles. Voilà, chez Kodansha Comics. Voilà, ils ont Eden Zero, ils ont justement. Mais c'est parce que c'est eux-mêmes, quoi. C'est Kodansha au Japon qui publie dans Kodansha aux États-Unis. Donc forcément, ça va vite. Et voilà, c'est une chance. J'aurais cru qu'on aurait eu une simulpub en France aussi. Oui, aussi, moi aussi. Mais bon, on va voir. Non, j'aurais cru aussi. Oui, parce que Eden Zero, on l'a eu en simulpub. On l'a eu en simulpub, et on l'a toujours en simulpub, effectivement. Donc récemment, sur leur compte Instagram, Pika, l'éditeur Pika, qui publie les œuvres de Nakaba Suzuki, avait posté justement l'image couleur, parce que le chapitre 17 commence par une page couleur. Donc c'est quand même rare qu'un éditeur de manga publie des infos sur une titre dont il n'aurait pas la licence. Et du coup, il y a un des abonnés qui pose la question: à quand le tome 1 en France? Réponse de Pika: nous communiquerons bientôt à ce sujet. Donc voilà, pour le coup, là, on parle d'une œuvre qui potentiellement, incessamment sous peu, peut-être arriver en France. Ouais. Et ce sera très bien. Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais. Comme je disais, par contre, au Japon, pour l'instant, il y a un tome paru. Le deuxième tome ne devrait pas non plus tarder, vu qu'il y a déjà eu 17 chapitres. Donc il y a déjà matière. Et là, on n'est pas tant sur un shonen manga pure comédie, mais il y a beaucoup d'éléments comiques.
Ne serait-ce que parce que le héros est un peu neuneux. Le personnage de Perceval, qui est censé avoir 16 ans et qui est tout petit, est d'une grande pureté et il fait penser à Son Goku. Oui, mais dans toutes ces bêtises. Bien sûr. Genre, il connaît pas les corps féminins, ou alors il veut se concentrer parce qu'il veut utiliser son pouvoir, mais il le maîtrise pas bien, donc il se concentre tellement qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il pète. Ouais, c'est marrant. Bah, c'est de l'humour pour jeunes garçons. Voilà. Non, mais voilà, l'histoire, elle est vraiment passionnante. Voilà, j'en attends beaucoup de bien pour la suite. En fait, j'ai quasiment pas de doute sur le fait que ça va être scénaristiquement vraiment époustouflant. Oui, parce que je pense que là, c'est exactement comme dans Eden Zero, c'est-à-dire on est face à un auteur qui a eu un grand succès, voilà, chevronné, mais aussi auréolé de succès. Donc, avec potentiellement un peu de marge, il n'est pas sous le coup près du fait que son manga doit marcher d'enfer dès les 10 premiers chapitres. Donc, et là, je pense qu'on est vraiment dans cette idée-là d'avoir une œuvre qui est construite pour justement se dévoiler un peu plus progressivement, vraiment comme Eden Zero. Hiro Mashima, il a eu du temps pour que son histoire se positionne. Après, ça, c'est Shonen Magazine, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, dans le Weekly Shonen Magazine, ils ont laissé le temps. Que pour l'auteur de Naruto, dans Weekly Shonen Jump, c'était une autre histoire, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on peut dire, il avait le couteau sous la gorge. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était donc la 4e lecture. Et on en attend beaucoup de bien. Je suis pratiquement sûre qu'on en reparlera sur la chaîne. Et maintenant, 5e lecture. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui l'ai repéré. Mais oui, tu repères pas mal de choses. Et qui t'en ai parlé. Et tu as fini par le lire. Oui. Donc, cette œuvre-là, c'est Witch Watch. Donc, qui est prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Donc, magazine hebdomadaire de prépublication. Je pense qu'on présente plus le Jump. Et donc, effectivement. Et donc, au début, je me suis dit, tiens, je vais lire un petit peu des œuvres de la nouvelle vague la plus récente actuelle. En fait, il y a d'autres titres que j'ai bien aimés aussi. Mais voilà, Witch Watch, je me suis dit, c'est typiquement pour Morgane, parce que Morgane aime tous les mangas qui parlent de sorcières, mais c'est des sorcières contemporaines dans le folklore japonais. Un peu comme, par exemple, Kiki's Delivery Service. C'est pas tellement une sorcière comme à l'occidental, avec un chapeau pointu et une aura un peu noire. Là, c'est vraiment une jeune fille de la vie quotidienne de notre siècle, mais qui a en plus des pouvoirs et qui voudra rendre service et voilà, résoudre les problèmes quotidiens de gens comme vous et moi, quoi. Et donc voilà, rien que pour ça, parce que c'est une sorcière japonaise, j'ai dit Morgane, c'est pour toi. Oui, mais c'était bien vu. Je suis rentré dedans très vite. Donc ça marche bien, ce duo entre un personnage masculin qui est doté de forts pouvoirs, parce qu'en fait il est descendant des ogres. C'est un Oni, donc c'est un Oni. Et puis cette jeune fille qui est à fond dans la magie, qui est aussi un petit peu maladroite dans ce qu'elle fait. Ils vont former un duo comique, enfin c'est assez comique. C'est comique, hein, c'est complètement comique. Ouais, c'est vraiment comique. Donc, en fait, t'as deux pendants. T'as à la fois, c'est censé une histoire où il y a un drame, il faut la protéger de ça. Et puis, d'un autre côté, elle est tellement maladroite qu'en fait, t'as plein de ressorts comiques. Voilà, elle revient de l'univers de la magie pour finir, du coup, son entraînement, et elle arrive dans le lycée japonais. C'est toujours comme ça avec les sorcières japonaises. Oui, c'est tout le temps comme ça, effectivement. Où le héros, du coup, étudie. Et ça va donner l'opportunité aussi d'avoir plus de personnages qui vont être introduits progressivement. Il y a beaucoup d'humour. Hein, et puis leur prof, par exemple, est très fan de manga. Et à un moment donné, il y a eu un tour de magie qui a été joué dans la salle. Et elle a l'impression de se retrouver dans le château de l'infini, dans Demon Slayer, dans Kimetsu no Yaiba. Donc c'est un univers lycéen pour le coup. Parce qu'ils sont juste à l'école, au lycée. Et entre une prof otaku, une héroïne maladroite, un héros qui se prend trop au sérieux, de la magie utilisée, mais tout est hyper référencé, quoi. T'as l'impression que ils vont faire du Harry Potter, des trucs, mais c'est complètement fou, dingue.
Et c'est très marrant. Et en même temps, c'est très très bien dessiné. Donc des fois, tu as l'impression que tu vas partir vers une partie shonen très sérieuse, combat, méchant. Oui, ça pourrait, effectivement, ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, sur les 12 premiers chapitres, les 12 chapitres parus, voilà, on est plutôt sur une série marrante, quoi. Alors il faut noter que le mangaka qui est derrière cette œuvre, c'est pas n'importe qui, c'est un mangaka dont j'ai déjà chroniqué des titres sur la chaîne, donc c'est Kenta Shinohara, qui, son œuvre précédente, c'est Astral Lost in Space. Alors, je vous ai déjà parlé de ce manga et qui avait donné lieu aussi à une adaptation animée, manga en 5 tomes, qui vraiment génial, primé au Japon sur le spatial, l'aventure. C'est vraiment très adapté, c'est un manga pour tous que je ne peux que recommander. Et auparavant, dans le Jump, il avait aussi réalisé le manga Skate Dance. Ouais. Donc, c'est aussi un familier de la comédie lycéenne. Et là, je trouve, je rentre plus directement dedans que par exemple dans Skate Dance. Mais ce qui marque, c'est... et qui était déjà présent en fait dans Astral Lost in Space, c'est le soin apporté au dessin, au cadrage, à la mise en page. C'est vraiment très beau. Et aussi à la caractérisation précise de chaque personnage. C'était aussi quelque chose qui était frappant dans Astral Lost in Space. Le soin apporté à introduire des personnages sans qu'ils se ressemblent tous dans leur caractérisation. Quand il y a des nouveaux lycéens qui apparaissent, ils vont faire l'objet d'une présentation en bonne et due forme, bien caractérisée, avec des éléments qui montrent en fait que l'auteur s'est vraiment préoccupé, que ce ne soit pas juste un personnage de plus qui est introduit tel quel. Donc c'est vraiment un très très bon démarrage, je trouve, pour cette œuvre. Bah, des 5 titres qu'on présente aujourd'hui, c'est le manga le mieux dessiné. Oui. C'est le plus beau. Hein. Oui. Voilà, et c'est peut-être pas un titre que tu aurais repéré direct, parce que c'est sûr que quand tu regardes visuellement, tu dis ça va être un énième titre qu'on ne sait pas si ça va avoir du succès ou pas. Mais enfin voilà, quoi, moi je... Ouais. Au début, moi j'ai surtout repéré le mot witch, je me dis c'est pour Morgane. Et c'est vrai que le fait de coller le mot watch derrière, on pouvait croire que ça allait faire yokai watch. C'est vrai. Voilà, un truc, tu utilises un accessoire pour avoir de la magie ou quoi, mais en fait non, pas du tout. Non. Effectivement, parce que là en fait c'est le garçon veille sur l'héroïne. Voilà, tu veilles sur la sorcière. Voilà. Et du coup, ça marche vraiment bien, donc j'ai hâte de voir la suite. Je pense que c'est clairement fait une comédie pour durer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu dans le Jump une comédie qui est faite pour durer. Il y a beaucoup de turnover, on en a beaucoup parlé en 2020 de l'état du Weekly Shonen Jump qui voyait beaucoup de ces séries se terminer directement. Donc il y a toujours ce souhait d'un nouveau souffle. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de titres du coup qui paraissent de nouvelles séries dont on ne sait pas trop... ce qu'elles vont valoir sur le long terme. Donc c'est vrai que un petit peu perdu dans cet océan-là. C'est toi qui as repéré Watch, donc je te remercie, c'était très bien vu. Ouais, après tu pourras lire Blue Box aussi. Oui, sur le badminton. Et voilà pour ces 5 titres coup de cœur shonen inédits. Mais voilà. Peut-être incessamment sous peu, ce sera plus si inédit que ça. Ça arrivera peut-être en France. En tout cas, c'est lecture plaisir du moment. Ouais. Voilà, ça me plaît énormément. Moi aussi, j'aime bien avoir ces rendez-vous et puis aussi ces œuvres qui nous suivent semaine après semaine, mois après mois, en fonction du rythme de parution. Là, quand même, dans ce qu'on a présenté cette fois-ci, il y a 4 séries qui sont hebdomadaires, une série qui est mensuelle. On aura l'occasion de parler d'autres séries dans d'autres vidéos aussi. Il faut garder un peu le mystère. Ouais, sinon aussi, je suis My Hero Academia, One Punch Man, des suites de séries, voilà, Mashle, etc. Moi aussi. Et donc, voilà pour ce vendredi lecture. Ouais, du coup, on espère que ce concept de vendredi shonen manga inédit en France vous a plu. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.